Donc, j'espère que vous ferez partie de la des prochains lauréats de notre processus de labellisation. Donc, comme vous le savez, le label est devenu le label de la Green Tech Innovation. C'est un processus qu'on lance 3 fois par an. Et j'espère qu'à l'issue de ce processus, en janvier, on aura l'honneur de vous compter parmi les nouveaux lauréats de la prochaine promotion numéro 7. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir présenter le processus de candidature. Voilà, donc sur ce, je vais laisser mes collègues présenter. Je voulais juste vous indiquer, au cas où c'était passé peut-être inaperçu, mais nos collègues de la French Tech avec qui nous travaillons sont en train de lancer une verticale Green Tech, donc dans le cadre de leur propre programme avec lequel nous sommes articulés. Nous travaillons avec eux pour définir les critères de sélection. Donc ça concernera ceux d'entre vous qui, en plus du label Green Tech Innovation et qui sont dans un parcours un petit peu plus mature, de pouvoir également candidater à ce second label qui apporte aussi des compléments d'accompagnement pour des startups qui sont un peu plus avancés ceux d'entre vous qui sont un peu plus avancés dans votre parcours entrepreneurial. Voilà, donc je m'excuse encore pour l'erreur que j'ai commise, mais en tout cas, on espère bien tous vous retrouver labellisés. Comme vous savez, il n'y a pas de plafond sur le nombre de labellisés. Donc, si toutes vos startups méritent labellisation, nous aurons peut-être la joie de tous vous retrouver d'ici quelques mois pour la présentation justement de l'offre d'accompagnement. Voilà, sur ce, Benoît, Audrey et Mathieu reprend. Et Alain et Samy aussi présenteront plus en détail l'appel à manifestation d'intérêt. Donc, quelques mots. Je peux faire un partage d'écran rapide. Voilà, pour présenter, j'espère que c'est bien visible. Pour présenter donc l'offre, d'abord quelques mots pour présenter la Green Tech Innovation, c'est quoi? Donc, c'est une initiative d'open innovation, c'est-à-dire qui vise à développer l'innovation des startups et des PME pour accélérer la mise en œuvre des politiques du ministère via la labellisation. Et alors, on souhaite accélérer le développement de ces startups et PME innovantes via la labellisation d'une part et via une offre de services que Mathieu Amerceau va développer tout à l'heure. On souhaite aussi développer par cette initiative l'utilisation des données pour aider les entreprises, startups, PME à utiliser les données publiques et développer, ou privées aussi, et à développer leur activité. Favoriser l'accès aussi à l'expertise du ministère et de ses opérateurs, membres du réseau scientifique et technique. Et enfin, développer aussi une présence territoriale de l'initiative via un réseau national d'incubateurs sur lesquels nous reviendrons. Alors, l'initiative Green Tech a été démarrée en 2016 par Emmanuel Macron, qui aujourd'hui, on a 4 ans d'existence sur cette activité avec réalisation d'un centre d'activité, meet-up, etc., data session, plusieurs appels à projets sur lesquels je reviendrai. Dès septembre 2016, on avait ouvert un incubateur Green Tech à l'École nationale des ponts et chaussées, qui maintenant a déménagé depuis le mois de septembre à Saint-Mandé, dans un Living Lab, au Cresco, dans lequel Mathieu en parlera davantage, mais nous avons 18 postes de travail qui permettent beaucoup d'expérimentations avec des acheteurs publics et des rencontres avec le réseau scientifique et technique du ministère. L'initiative Green Tech Innovation aujourd'hui, c'est quoi? C'est 190 projets labellisés dans le cadre d'appels à projets ou d'appels à manifestation d'intérêt. C'est 30 lauréats de hackathons, avec 5 hackathons organisés directement par nos services. 7 data sessions nationales, c'est un certain nombre de lauréats aussi de concours d'innovation, et puis 4 meet-up Green Tech nationaux, dont le dernier avait lieu les 5 et 6 octobre 2020. J'espère que beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion d'y participer.
C'est actuellement un réseau national d'incubateurs qui s'est constitué autour d'un noyau initial avec le Technocentre d'Arbois Méditerranée et différents organismes et qui aujourd'hui s'étend largement, mais je ne reviendrai pas dessus aujourd'hui. En tout cas, ça nous apporte une présence territoriale significative et également une offre de service que détaillera tout à l'heure Mathieu Imberceau. Je ne vais pas, pour pas être trop long, je propose qu'on rentre rapidement dans le cœur du sujet. Et Audrey, tu me diras, tu me confirmeras, c'est bien maintenant, enfin, on rentre maintenant sur les sujets de présentation de l'appel à manifestation d'intérêt directement maintenant, c'est bien ça? Oui, c'est ça, par Alain Griot, du coup, notre président de jury, de la plupart des jurys. Donc, Bonjour, à vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, ok. Bon, je vais pas, très rapidement, je ne vais pas paraphraser le texte de l'appel à projet, hein, parce que si vous êtes là, c'est que vous l'avez tous lu. Simplement, l'esprit que nous avons en lançant cet appel à projet, c'est vraiment d'identifier parmi toutes les initiatives qui peuvent se lancer en France dans le domaine de la transition écologique et énergétique, les entreprises. Alors, à la fois les startups, puisque, comme vous l'avez vu, l'appel à projet porte à la fois sur des startups, mais aussi des PME plus matures. Je ne sais pas s'il y en a ici aujourd'hui, avec bien entendu des approches un peu différentes suivant la nature d'entreprise. Mais en gros, d'identifier des entreprises avec un fort potentiel de croissance et donc, quelque part, qui pourront, par leur technologie, par le développement qu'elles envisagent, avoir un impact significatif en termes de transition écologique et énergétique. Après, on peut discuter sur l'aspect significatif, je pense que vous aurez des questions là-dessus. Donc voilà, pour ce faire, on a un process qui est en 3 phases. La première phase, bien sûr, c'est que vous candidatiez et il y a certainement un certain nombre de questions que vous vous posez par rapport au dossier qui est à la fois constitué de pièces, je dirais, administratives, ne serait-ce que pour voir si vous êtes une entreprise et de pièces qui permettent de juger votre projet. On a une première phase qui est une phase in camera, comme on dit, donc où on regarde l'ensemble des dossiers et on élimine ceux qui nous paraissent vraiment trop loin de la cible qu'on souhaitait atteindre. Et une troisième phase qui est une phase d'audition où vous êtes auditionné par un jury qui est à la fois composé de membres de l'administration, du ministère de la Transition écologique, bien sûr, mais aussi d'autres ministères, le ministère de la Recherche, le ministère de l'Industrie, enfin de l'Économie et des Finances, pardon, parfois le ministère de l'Agriculture, de représentants des opérateurs de l'État, donc BPI, l'ADEME, avec un intérêt évident, c'est que c'est eux qui vont être amenés à mettre en place après les outils de financement. Donc, l'avantage de les avoir dans le jury, c'est que ça permet de porter à leur connaissance des projets, donc de leur indiquer un peu ce qui existe dans l'écosystème, et puis de personnalités qui nous apportent leurs compétences. Et tout ça, comme le disait Hélène tout à l'heure, nous amènera pour cette vague, à une décision au mois de janvier, pour ceux qui auront, j'espère pour eux, la chance d'être retenus. Alors,
je sais qu'il y a manifestement des problèmes de micro, enfin, ou des problèmes de… J'espère que vous avez pu comprendre tout ce que j'ai dit. Voilà, je relaisse la parole à Audrey, et puis pour vos questions ultérieures. Là, pour l'instant, on va avoir une présentation de l'offre de service de la part de Mathieu Imberso. Ouais. Et ensuite, vous pourrez poser toutes vos questions et ce sera la majeure partie en fait, de cette présentation. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui. Super. Alors attendez, je vais essayer de faire en live un partage d'écran. Hop. Et je vais vous faire la petite présentation que j'avais prévue. Est-ce que tout le monde la voit? Ok, j'ai pas de réponse. J'espère que c'est un oui. C'est pas encore arrivé. Non. Ah, elle n'était pas encore Non, arrivée. non, on Ok. voit pas. Bon, moi, je ne vois pas. Ok, alors je vais essayer. Voilà. C'est bon, là, Maintenant, c'est bon. on la voit. Là, vous la voyez. Merci. Très bien. Alors, donc, bienvenue à tous. Merci de l'intérêt que vous portez à notre concours et notre appel à la manifestation d'intérêt. Je m'appelle Mathieu Imberso, je travaille pour l'équipe Green Tech depuis 4 ans déjà. J'étais précédemment en charge de l'organisation de tout ce qui allait avec l'incubateur qui était basé aux Ponts et Chaussées. Donc, voilà. Ça a duré 4 ans et maintenant on a remplacé, comme le disait Benoît, cette structure par un Living Lab avec un modèle un petit peu différent que je vais vous présenter dans un instant. Alors, donc, petit rappel de qui nous sommes. Ça vous a été dit succinctement, mais je vais quand même faire une toute petite repasse pour que vous sachiez où vous êtes. Donc, le ministère de la Transition écologique est structuré en différentes grandes directions métiers. Vous avez direction générale énergie-climat, direction générale de la prévention des risques, etc. Donc, vous avez des grandes verticales. Un secrétariat général qui est par définition transversal. Et puis une deuxième direction générale qui s'appelle transversale, qui s'appelle le commissariat général au développement durable. Et donc, c'est là où nous travaillons tous, toutes et tous, au sein de l'équipe Green Tech. Le CGDD porte les politiques publiques liées notamment aux données, à l'innovation et à l'économie verte. Au sein de ce CGDD, vous avez une structure dans laquelle nous sommes, qui s'appelle l'Ecolab, qui se veut un think tank au service des politiques publiques. Un centre de ressources qui suscite et accompagne l'innovation au sein du MTES, avec 2 pôles, un côté data et un côté startup and edge. Et vous, si vous nous rejoignez et si vous êtes accompagné, sachez, c'est juste à titre d'information, que nous sommes situés à cet endroit-là. D'où le petit macaron, vous êtes ici. Alors, je ne reviens pas sur la présentation qui vous a été faite, mais effectivement, en existant depuis 4 ans, on a eu l'occasion de labelliser presque 190 startups et PME innovantes jusqu'ici. Elles sont présentes partout en France. Et comme le disait Benoît, on a un réseau d'incubateurs qui est en création, dont je m'occupe en partie, et qui est, en même temps qu'on se parle actuellement, voit une réunion de présentation se dérouler. Donc, je vous présente les quelques acteurs historiques qui nous avaient rejoints dans un premier temps. L'IGN Fab, CSTB Lab, Benoît en a parlé, le Technopole Arbois Méditerranée, le Big Crescendo Tarbes et Bandinov. Alors, cette slide n'est plus tout à fait à jour puisque depuis, on en a eu vraiment beaucoup qui nous ont rejoints. Vous avez Domoland, vous avez Euratechnologie à Lille pour la partie AgTech. Enfin, voilà, je ne vais pas tous les citer. Vous avez le Tuba de Lyon, vous avez une antenne de l'École centrale de Lyon qui nous ont rejoints. Voilà, vous avez un certain nombre d'acteurs qui sont en train de nous rejoindre et ce réseau est en train de croître de manière assez rapide. J'aurai l'occasion de vous en reparler, mais ça va être intéressant parce que ça enrichira aussi l'offre de service qu'on va vous présenter. Alors, je vais vous parler un petit peu également d'un réseau scientifique et technique, de ce qu'on appelle nous le RST en jargon administratif, qui est l'ensemble des acteurs de l'innovation qui sont, de recherche scientifique et technique, qui sont rattachés au ministère, de près ou de loin. Comme vous le voyez, ça comporte un certain nombre d'acteurs assez connus. Vous avez Météo France, l'ANSES, le BRGM, enfin voilà, des acteurs qui sont des références dans leur domaine au niveau français ou international. Et qu'on a dans notre giron, alors soit parce qu'on opère une tutelle directe, c'est le cas pour quelques-uns d'entre eux, soit parce qu'on est en lien assez fort avec eux, assez étroit. Et donc tout ça, c'est des acteurs avec lesquels, si vous avez des besoins une fois que vous serez labellisé, on pourra essayer de vous connecter. Je détaillerai un petit peu plus parce que certains sont installés à Saint-Mandé et qu'on est en train de développer une relation particulière. Pas en bas, j'ai trouvé, il n'y avait pas. Pardon? Il y a quelqu'un qui est en train de parler, je sais pas si c'était une question qui m'était adressée.
Bon, alors je continue. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à m'interrompre. Voilà, donc ça, ce sont des partenaires avec lesquels on est en relation. Autre réseau de partenaires historiques du Commissariat général au développement durable sur lesquels, pour une partie d'entre eux, on assurait une tutelle, ce sont les pôles de compétitivité avec lesquels on est en lien étroit, qui assurent le pilotage de l'innovation au niveau territorial et sur des thématiques pointues. Et ça, Alain et Samy pourront vous en parler davantage. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'offre de service à proprement parler, je vais vous présenter différents items, ce n'est pas exhaustif. L'idée générale, c'est de vous donner un petit aperçu de ce sur quoi on pourra vous aider. Alors, je commence par une présentation sur le design thinking, pour lequel on a payé en fait un accompagnement sous forme de coaching avec des séances à distance d'une demi-heure assurées par Florence Mathieu, qui est une experte de la structure Arena Lab et qui est une ancienne de la D-School, qui était l'école d'innovation rattachée à l'école des ponts par le design thinking. Et donc, ça, c'est des choses qui, je l'ai vu, notamment pour les projets en amorçage, vous n'êtes pas tous en amorçage, mais certains d'entre vous le sont, peuvent être extrêmement utiles pour vraiment développer une approche utilisateur, vraiment essayer de comprendre les besoins de son utilisateur et débloquer les quelques frictions qu'on peut avoir quand on démarre. Et quand on est en phase d'accélération, ça peut permettre parfois de lever un verrou, d'accélérer vraiment sur des sujets. Et pour l'avoir vu accompagner un certain nombre de porteurs de projets, ça peut être vraiment décisif et faire une sacrée différence. Autre point qu'on a mis en place il y a déjà un petit moment, c'est un accès illimité et gratuit à une plateforme qui s'appelle tuto.com. Parce qu'on est parti du principe, historiquement, on avait en fait mis en place un certain nombre de formations qui se faisaient en présentiel et sur une journée à l'école des ponts. Et le retour d'expérience qu'on en a eu, c'est que c'était souvent pas assez précis et trop long pour des porteurs de projets. Et en fait, tuto.com, c'est un peu la réponse qu'on a voulu apporter à ça, c'est-à-dire qu'on a continué à donner des formations à l'époque sur les grands classiques. Vous allez avoir la levée de fonds, des choses comme ça qu'on avait continué de mettre en place pendant un certain temps. Et à côté de ça, une plateforme où vous pouviez aller chercher des choses beaucoup plus précises. Et donc, si vous nous rejoignez, vous aurez encore des accès pour ceux qui le souhaitent, à cette plateforme-là qui permet d'accéder à des cours en ligne et de développer les compétences qui peuvent manquer à un moment. Alors, la plateforme elle-même, les cours que vous allez trouver sont en général d'assez bonne facture, d'une durée relativement courte, enfin, c'est par des séquences relativement courtes, ça peut être 5 heures par cours, donc c'est quand même pas neutre. Mais vous allez souvent trouver des choses très orientées outils, très pratico-pratiques, et donc de la programmation avec différents langages de programmation. Si vous voulez apprendre à coder en Python, par exemple, vous pouvez le faire. Vous allez apprendre des outils de graphisme, de web marketing. Vous avez quelques cours sur l'entrepreneuriat. Voilà. Vraiment, c'est des choses assez pointues, assez précises qui intéressent par définition pas tout le monde, mais qui peuvent vous être la bonne brique dont vous avez besoin au bon moment. Ensuite, la Green Tech a développé un certain nombre de médias qui sont mis à la disposition et au bénéfice des startups et PME innovantes qu'on accompagne. Alors, je les cite de manière non exhaustive, mais on va commencer par le blog. Le blog lui-même a été mis en place dans un esprit participatif. L'idée, c'était pas tellement de faire la publicité du ministère, mais plutôt de valoriser les projets Green Tech sélectionnés. Et donc, ça devient aussi un moyen pour vous de relayer vos informations et toucher un plus large public. C'est un blog sur lequel on a quand même une bonne visibilité et qui est assez bien référencé. Donc voilà, donc ça peut aider à trouver des contacts, à vous faire connaître, à améliorer votre notoriété. Sur ce blog-là, il y a différentes sections qui peuvent vous intéresser, notamment une section veille qui vous permet de suivre les concours et les appels à projets en cours. On a lancé une chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez poster votre pitch. Là encore, dans une idée de faire un petit peu de communication diffuse. C'est des choses qui ne vous coûtent pas grand-chose et qui sont faciles à réaliser. Et on a un autre outil qui est adossé à notre blog, qui est un job board sur lequel vous allez pouvoir publier vos offres d'emploi. Et donc, j'ai mis le lien en dessous de cette slide. Alors, TechShop, ça va concerner un nombre restreint d'entreprises parmi vous. Certains d'entre vous sont des projets hardware, ont besoin de faire du prototypage, voire de produire une première série. Et TechShop, c'est un maillon intéressant pour ça, puisque c'est une sorte de Fab Lab++ avec des machines de meilleure qualité. Historiquement, quand on a choisi la prestation, ils avaient une implantation à Évry avec des machines d'assez bon niveau.
Aujourd'hui, la prestation, on est en train de finir de la solder, mais pour ceux qui seront sélectionnés, normalement, vous devriez pouvoir encore en profiter si vous en avez besoin. Mais l'essentiel des machines de très haute qualité et assez coûteuses ont été déplacées à Lille, ce qui reste malgré tout très intéressant pour les boîtes parmi vous qui pourraient souhaiter en bénéficier. Et donc là, vous allez trouver des machines d'assez haut niveau. Vous allez avoir du conseil aussi et de la formation sur de la CAO, etc. Donc, je ne reviens pas à ça, mais en tous les cas, si vous êtes sélectionné et que vous avez des besoins en matière de prototypage, sachez que vous avez accès à un parc de machines gratuitement ou quasi gratuitement. Alors, Xerfi, des études de marché. Alors ça, c'était quelque chose qu'on a sélectionné l'année dernière. On a téléchargé un certain nombre d'études de marché dans les domaines qui vous concernent. Là encore, on n'a pas pu aller vers des choses trop spécifiques, mais si par exemple vous êtes dans le domaine des déchets ou si vous êtes dans le domaine du bâtiment ou de la construction, on a énormément d'études de marché qui peuvent d'ores et déjà vous être proposées gratuitement, puisqu'on les a téléchargées. Et avec l'accord de Xerfi, on peut vous les diffuser. Également, Xerfi Campus, qui est un service de mini-vidéo qui est plutôt bien fait, qui est en accès libre pour ceux d'entre vous qui sont intéressés. Ça, je ne sais pas combien de temps ça va être maintenu, puisque cette année, on a décidé de ne pas renouveler le contrat sous cette forme-là, et on va plutôt, puisqu'on a déjà tout un stock d'études de marché disponibles, on va plutôt, ça c'est en construction, essayer de voir si on peut vous trouver des choses plutôt techniques sur l'état de l'art dans vos secteurs. C'est sous réserve parce que c'est pas si simple à trouver qu'aujourd'hui il manque un petit peu un maillon clair et facile sur le sujet. Mais voilà, en tous les cas, si on peut, on essaiera de vous compléter cette vision marché par une vision techno et on pourra vous partager ça également. Donc on en saura plus dans les semaines et les mois qui viennent. En tous les cas, voilà, si vous avez un besoin, il vous suffit de nous faire une demande et on vous envoie tout ce qui peut vous concerner votre activité. Ça vous permettra d'enrichir vos présentations, vos slide decks et notamment d'objectiver en quelque sorte vos chiffrages quand vous allez voir des investisseurs. Alors, Meltwater ou autre service, là encore, on est en plein bouclage des budgets, donc il y a des choses qui peuvent un peu bouger, mais jusqu'à présent, on avait souscrit une plateforme qui s'appelait Meltwater, qui était une plateforme de relations presse, qui vous permet de créer des rapports sur votre stratégie de communication, de voir si vous avez des retombées presse, d'identifier des journalistes plus pertinents pour relayer vos messages. Et donc, régulièrement, on a fait des exports de listes Excel de journalistes qu'on a pu envoyer à nos startups dans leur domaine. Donc, ça peut être par implantation géographique, par thématique, etc. Et donc, en fait, avec ça, on peut faire un ciblage qui peut être assez facile. Vous envoyez des contacts et vous laissez envoyer vos communiqués de presse et essayer de les contacter. Toujours plus facile en fait de mobiliser la presse quand vous savez de quoi parle tel ou tel journaliste et de faire du qualitatif. Là, vous avez tous leurs contacts. C'est quand même assez précieux. Voilà, et puis du coup, nous, ça nous permettait aussi d'avoir une visibilité de toutes les retombées presse que vous aviez et de suivre votre actualité, puisque quand on a un vivier de 190 startups, vous vous doutez bien qu'on n'est pas toujours au courant des avancées de chacun. Et le fait d'être informé par ce biais-là de vos avancées, ça nous permettait de rebondir et de vous valoriser davantage. Et puis ça peut vous permettre également d'avoir une veille concurrentielle indirecte. Alors, je vais vous présenter le Living Lab Green Tech, donc la nouveauté de cette année, puisqu'on vient de le lancer. C'est un espace concrètement de 18 postes de travail que je vais vous faire visiter en live puisque j'y suis. De 18 postes de travail auxquels ceux qui ont remporté l'appel à manifestation peuvent accéder gratuitement pour une durée de 6 à 12 mois, avec une petite condition qui est forcément le nombre de places. Et donc on regarde quand même un petit peu la pertinence du projet par rapport à l'écosystème local. Mais voilà, pour 90% d'entre vous, si vous faites la demande, vous aurez des places pour 6 à 12 mois. Alors, ce Living Lab, aujourd'hui, il a été structuré sur 2 axes. Le premier, c'est un axe territorial. On est en lien avec un établissement public territorial qui s'appelle Paris-Est Marne-et-Bois, qui regroupe donc, qui est la compétence déchets et tiers-lieux pour 13 communes du Val-de-Marne. Et l'idée qu'on a eue en s'associant à eux et en prenant cet espace, c'est de pouvoir vous mettre en contact avec 13 communes du Val-de-Marne qui peuvent être intéressées pour réaliser des tests, vous présenter à leurs acheteurs publics, à leurs élus, etc. Et donc pour 2021, ce qu'on est en train de mettre en place, puisque c'est tout nouveau, c'est une expérimentation territoriale autour de la question des déchets. Donc ça, c'est à confirmer selon les budgets et selon la situation sanitaire, mais on aimerait bien avoir une sorte d'événement d'innovation qui se répète
sur plusieurs mois, avec à la clé de l'achat de prestations dans chacun des segments innovants sur lesquels les communes ont des problèmes. Donc il y a cet axe local, et puis il y a également un axe scientifique et technique. Je vous ai parlé tout à l'heure de RST, réseau scientifique et technique. Il se trouve qu'on a plusieurs membres de ce réseau scientifique et technique qui sont présents à proximité immédiate, à commencer par l'IGN et Météo France, qui sont vraiment à 2 pas, le CEREMA qui est également à proximité, l'Office français de la biodiversité, et puis vous avez l'équivalent de l'ADREAL, donc qu'on appelle DRIE en Ile-de-France, qui est implanté à 500 mètres. Et donc tout ça, c'est un écosystème local avec lequel on peut essayer de vous présenter. Et une des offres qui est également en construction, c'est une offre de mentorat. Si on estime que c'est pertinent, en fait, les projets qui vont être hébergés au Living Lab, on essaiera de leur trouver un par un en administration centrale, que ce soit à la direction des achats de l'État ou au ministère de la Transition écologique, un par un au sein du RST et un par un au sein de Paris-Est-Marne-et-Bois ou d'une collectivité représentée. Alors tout ça, c'est en cours de construction, donc là encore, il y a sans doute des choses qui seront affinées au fil de l'eau. Mais voilà, vraiment l'idée, c'est de vous aider à avoir des Sherpas, des personnes qui vous aident à parler le même langage que l'administration, le même langage que les organismes scientifiques et techniques, et de vous aider à orienter votre offre vers ces acteurs-là, en évitant bien sûr les conflits d'intérêts. Donc vous n'aurez jamais quelqu'un qui vous passera une commande directement comme parrain. Voilà pour le Living Lab. Ce que je vous propose, je vais faire une toute petite pause dans cette présentation. Puis, je ne sais pas quel rendu ça donnera, mais je vais essayer de vous le montrer en direct. Donc, je vais mettre mon masque et puis on va aller voir directement l'espace. Voilà. Alors, j'espère que que ça restera facile à voir. Alors, du coup, ce que vous voyez ici, c'est un bureau. On a un bureau fermé dans l'espace auquel vous pouvez accéder si vous avez des besoins ou des rendez-vous à effectuer. On ne le voit pas. Ici, vous avez un... Alors, La présentation est restée. pardon. Hop. Je reviens sur Zoom. Je suis un peu trahi par la technique, je pense que là... Mathieu, je pense qu'il faudrait que tu arrêtes ton partage d'écran et que Oui, tu je tiennes sais, un je petit suis en peu train d'essayer en fait. Je te remercie, je suis en train d'essayer. Je suis un peu lâché par la technique, pour être honnête. Il faudra avoir le micro un poil plus proche de la Oui, je sais, mais alors, ce que je te disais, c'est que je suis un peu trahi par la technique et là, j'arrive pas à quitter le partage. Ok. Alors. Hop. Voilà, alors normalement. Non, non. Hop. Alors, je suis désolé pour ce petit intermède. Hop. Bon, alors du coup, je réessayerai tout à l'heure. Je vous ferai la visite en dernier, du coup, on va simplifier. Je vous ferai la visite dans un deuxième temps, puisque là, je n'arrive pas à quitter le partage écran. On va le faire plus sereinement tout à l'heure. Je vais finir la présentation. Hop. Vous m'entendez toujours, du coup? Oui. Ok. Alors, je repasse en plein écran, comme ça, vous allez de nouveau voir les choses. Hop. Alors, la boîte à outils. Donc, point suivant, boîte à outils. Donc, c'est comme son nom l'indique, un document dans lequel vous allez trouver des outils, donc des logiciels ou des plateformes que vous pouvez utiliser pour développer votre activité. Donc, ça, c'est le fruit de l'expérience de ceux qui vous ont précédé et d'un certain nombre d'acteurs partenaires. Dedans, donc, on vous donnera des conseils pour utiliser tel ou tel outil pertinent, éviter de perdre du temps, avoir parfois des bonnes idées auxquelles vous n'auriez pas pensé, parce que ce n'est pas forcément des choses avec lesquelles vous êtes tous familiers. On vous mettra également dedans les liens vers les données ouvertes par le ministère. Et puis, vous avez des ressources assez utiles du style date et contact des personnes en charge des stages dans les écoles. Donc, date de stage pour les différentes écoles d'ingénieurs notamment. Et donc, on avait un recensement assez complet qu'il faut qu'on remette à jour un petit peu, puisque du coup, avec le Covid, les choses ont été un peu perturbées. Et puis on a une petite repasse graphique à faire sur la boîte à outils. Mais voilà, normalement, vous devriez pouvoir bénéficier, si vous êtes sélectionné, de cet outil-là qui est plutôt intéressant et qui vous permet vraiment de découvrir des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Et si possible, on aimerait également rajouter un petit point sur les réglementations auxquelles vous êtes fréquemment confrontés pour que vous puissiez assez rapidement trouver les bonnes infos, les bonnes ressources. Voilà. Et alors l'essentiel
des points sur lesquels on vous aidera. Ce sera, alors la slide n'est pas passée, apparemment. Ce sont des coups de pouce ad hoc, c'est-à-dire des soutiens en nature qu'on peut vous apporter, qui s'effectuent dans différents domaines. Alors typiquement, on va avoir l'opportunité pour vous, par exemple, de bénéficier de places pour des salons comme Polytech ou autres à des tarifs préférentiels parce qu'on aura négocié nous-mêmes un stand. Ça peut être vous mettre dans les valises d'un ministre pour aller à la COP XY. Ça peut être flécher le parcours des ministres. Ça, c'est des choses qu'on a fait notamment à Vivatech. Avec un ministre précédent, on est passé voir uniquement des startups qui étaient labellisées Green Tech. Donc en fait, on a un certain nombre de coups de pouce qui ne sont pas par définition gravables dans le marbre, pour lesquels qu'on pourra vous apporter. Ça peut être des appuis réglementaires parfois, vous mettre en relation avec le bon expert du ministère si vous avez une problématique réglementaire, et on a quelques cas dans lesquels ça a été déterminant. On pourra également vous aider en faisant des mises en relation avec des grands comptes quand on en connaît et quand ça correspond à vos besoins. Enfin, voilà, il y a toute une offre de services invisibles sur laquelle on ne peut pas forcément communiquer puisqu'elle n'est pas formalisée, mais pour laquelle on essaiera de vous aider avec des coups de pouce, comme je l'ai mentionné. Alors, les prochaines étapes. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, on a été un petit peu tous télescopés, et vous en premier lieu, par la situation sanitaire. Mais je vais quand même en dire deux mots. Donc, comme le disait Benoît tout à l'heure, à partir d'aujourd'hui, vous avez le réseau d'incubateurs qui est en train de se mettre en place. Je dis à partir d'aujourd'hui parce qu'il y a une réunion de lancement du réseau en ce moment même. L'idée générale, c'est que cette offre de service sera plutôt à destination des responsables de ces incubateurs-là, mais ça pourra quand même avoir un impact sur vos projets si vous êtes sélectionné, avec une mise en relation, avec des possibilités de mise en relation partout en France, en s'appuyant sur ce réseau d'incubateurs, et notamment la possibilité de vous faire accueillir ponctuellement dans les structures partenaires. En parallèle de ça, donc, pendant le mois de novembre, on est en train de commencer à accueillir un certain nombre de projets au Living Lab. Donc là, malgré le contexte sanitaire, on a quelques projets qui passent occasionnellement, un petit peu moins en ce moment du coup, mais qui commencent à passer. Et il y a tout un programme dont je parlais tout à l'heure qui est en train de se mettre en place et qui sera ouvert, on va dire, de manière réelle une fois qu'on sera sorti du confinement. Et notamment, vous aurez les rencontres avec des acheteurs publics ou des élus qui sont prévus, et une inauguration qui est également prévue et qui a été repoussée sine die en raison de la crise sanitaire. Voilà, et puis un dernier rendez-vous à ne pas manquer, Benoît en parlait également tout à l'heure, on organisera prochainement, probablement en juin 2021, notre prochain meet-up. Et donc là encore, restez à l'écoute, c'est quelque chose qui va pouvoir en intéresser beaucoup parmi vous et qui est une belle occasion de gagner en visibilité. Et surtout, la particularité de nos rendez-vous, de nos meet-ups, c'est que ce sont des rencontres d'affaires géantes. Et donc, cette année, on a eu presque 2000 rendez-vous d'affaires qui ont été un petit peu plus de, d'ailleurs, 2500 rendez-vous d'affaires qui ont été. Je parle sous le contrôle d'Audrey qui doit avoir les chiffres plus précis en tête, mais voilà, on a eu un gros volume de rencontres professionnelles avec des acteurs d'assez haut niveau, des directeurs stratégiques, directeurs innovation, directeurs achats, grands groupes ou des acteurs publics de premier plan. Donc voilà un petit peu l'offre de service que je souhaitais vous présenter. Et comme je vous le disais, l'essentiel est surtout ailleurs, puisque voilà, on est plutôt à l'écoute et on fait quand même beaucoup de sur-mesure dès lors qu'on peut le faire. Et un autre point également que je n'ai pas évoqué, mais en fait, cette offre de service est en restructuration. Et de plus en plus, on va essayer de vous proposer des choses accessibles en ligne pour permettre à tous les porteurs de projets d'en bénéficier, qui soient incubés à Paris, qui soient présents à Paris, ou qui soient installés à Poitiers, dans les territoires, ou je ne sais où. Et donc que chacun puisse en profiter pleinement. Voilà, je vous remercie et j'essaierai de préparer la visite en clôture de cette petite présentation dès qu'Audrey aura repris la main et vous aura présenté ce qu'elle souhaitait vous présenter. Merci à tous et à tout à l'heure. Alors, pour moi, la suite, c'est plutôt de passer à vos questions et de vous donner à vous la parole et de savoir un petit peu quelles sont vos questions et qu'on puisse justement y répondre. J'ai juste vu à un moment qu'il y avait une question par rapport à une hétérogénéité territoriale. Il me semble que cette question est apparue quand Mathieu vous a montré la carte des entreprises en France. Il ne me semble pas que cette carte était à jour, puisqu'il manquait quand même
un petit paquet d'entreprises labellisées. Donc, Alors, pour préciser, c'est une carte qui se travaille avec un QR code. Donc là, ce que vous avez vu, les différents points, c'était plutôt les premiers incubateurs qui apparaissaient dessus. 190 startups à positionner sur une carte, ça fait un petit peu lourd et c'est pour ça qu'on a souhaité passer par un système de QR code. Après, il va peut-être falloir qu'on revoie un petit peu ce format-là parce qu'à l'usage, ce n'est pas forcément très, très pratique. Mais voilà, en tous les cas, on a des startups présentes sur tout le territoire. On a des clusters. Typiquement, Arbois Méditerranée a été un très gros pourvoyeur de startups et donc qui est un peu surreprésenté par rapport au reste de la France. Mais on a vraiment des startups sur tout le territoire. Je parlais de Poitiers, on a des entreprises à Poitiers, on a des entreprises à Nantes, on a des startups dans le nord de la France. Vraiment, voilà, vous ne serez pas seul, ne vous inquiétez pas. ensuite, j'ai vu une question par rapport au fait d'avoir des supports. Mathieu, est-ce que tu penses pouvoir diffuser ton diaporama Alors oui, il faut juste que je fasse une petite retouche parce que j'ai vu du coup une slide qui n'est pas passée dans mes modifications, mais oui, ça peut se diffuser sans problème. Il faudra juste que je vois également les liens, puisqu'il y a une partie de ce que une grande partie de ce que je vous ai présenté quand même réservé aux startups labellisées. Donc il faut que je vois, mais oui, je pense qu'on peut diffuser le support. Il faudra peut-être qu'on lui remette aussi un petit habillage un peu plus officiel avant de l'envoyer. Donc, de toute façon, comme vous vous êtes inscrit sur Eventbrite, on pourra vous rediffuser ces supports-là dès qu'on aura fait les modifications nécessaires. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous en avez sur le processus de candidature, Alain est toujours là pour répondre à vos questions. Sur l'offre de service, Mathieu est là. Sur la Green Tech Innovation en général, Benoît est là. N'hésitez pas à poser vos questions, c'est fait pour ça. Et Samy Louati également, hein, sur effectivement les jurys, la manière dont sont animés les jurys des appels à manifestation d'intérêt également. Bonjour à tous. Pardon. Si vous n'avez pas de questions, ce que je vous propose, c'est du coup de vous faire la visite, puisque j'ai enfin réussi à quitter le mode plein écran, de vous faire la visite que je vous avais promis tout à l'heure. Vous m'entendez ou pas? Vous trouviez les questions. Oui, on vous entend. Oui. Ok, merci. J'ai une question. Vous avez fait allusion à un partenariat assez avancé avec les institutions publiques du Val-de-Marne dans l'offre de services. Est-ce qu'il y a des choses qui sont avancées un peu dans le même esprit sur d'autres territoires? Alors non, alors ce qu'on a mis en place dans le Val-de-Marne, c'est en cours de construction, parce qu'en fait, comme on vous l'expliquait en introduction, on n'a pas forcément détaillé la chronologie, mais on vient de fermer l'incubateur qui était présent à Champs-sur-Marne, donc dans les locaux de l'école des ponts et chaussées, et on vient d'ouvrir en tout début septembre, et en réalité de le lancer là, le Living Lab. Donc ça, c'est en construction, et c'est un partenariat qui est en train d'être co-construit. Dans les autres territoires, non. Après, ce qui s'est passé, c'est que notamment, par exemple, pendant le Salon des maires, on a organisé des rencontres avec des élus et des réseaux d'élus. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il n'y a rien sur d'autres territoires qu'on ne peut pas, si c'est nécessaire, légitime et utile pour tel ou tel projet, essayer de mettre en place des choses. Voilà, après, il faudra forcément dimensionner en fonction de notre temps, mais en tout cas, il y a des réseaux d'élus sur lesquels on peut essayer de s'appuyer. Voilà, on est vraiment preneur. Après, tout dépend de ce que vous souhaitez sur ces territoires-là. Si c'est des rencontres vraiment stricto sensu avec des élus, on peut essayer d'organiser ça, mais sans garantie. D'accord. Merci. Alors, bonjour à tous. J'aurais une question concernant le process de candidature. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Alors, je voulais savoir si la candidature devait obligatoirement porter sur un projet existant, enfin sur une activité déjà existante dans la start-up ou la PME, ou est-ce que ça pouvait porter sur un projet qui allait être prochainement lancé? Voilà. Alors, ça peut porter sur un projet qui va être prochainement lancé, à un petit bémol près. On s'intéresse vraiment aux projets qui sont relativement proches du marché, vous l'avez compris. Et donc, sur les projets qui vont être prochainement lancés, on est plutôt sur des TRL bas.
Donc, voilà, c'est le petit bémol, mais on a labellisé des startups qui étaient des startups en création, donc qui par définition n'avaient pas encore lancé leur projet, mais il faut quand même, je le répète, que derrière, il y ait une vision marché, il y ait une vision business, il y a une vision modèle économique et pas uniquement un projet de recherche scientifique. Est-ce que je suis clair? D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup. Voilà. Oui, j'ai une question que j'ai écrite là. J'ai vu que le pôle sur le réseau d'incubateurs, vous mentionnez que le pôle numérique durable était à venir. Moi, j'ai un projet de plateforme numérique innovante dans l'économie circulaire. Est-ce que je peux candidater ou c'est trop tôt pour vous? Ah oui, oui, vous pouvez candidater. Il n'y a pas de problème. Non, non, et en plus, alors pour la petite information, on est très étroitement associé à tous les sujets en lien avec l'informatique durable, enfin le Green IT, donc oui, et tout ce qui est économie circulaire, bien sûr, sans problème. Vous êtes complètement dans les clous. Parfait, merci. Juste pour revenir sur une petite question qui a été posée sur, vous avez soulevé le modèle économique. Au niveau du process de candidature, à quel degré d'avancement? J'ai vu qu'il fallait envoyer un business plan. Donc, je voulais savoir à quel degré d'avancement on peut commencer à se poser la question de la candidature. Ouais, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, en fin de compte, la labellisation, elle est pour identifier des startups, ou des entreprises d'ailleurs, avec un fort potentiel de croissance. Il faut déjà quand même, que vous ayez une idée du marché, c'est la moindre des choses. Deux, que vous ayez défini un business model. Et puis que vous ayez une vision de la croissance de votre entreprise sur les 2 ou 3 années qui suivent la labellisation. Voilà à peu près le cadrage général. Après, il faut que votre business model il tienne la route, que votre analyse de marché soit pertinente, voilà. Mais je ne sais pas si vous voulez préciser peut-être un peu l'esprit de votre question. C'était par rapport au fait qu'il y a des éléments qui interviendront un peu plus tard et j'ai vu que c'était une vision justement sur 3 ans. C'était un peu compliqué dans l'état des choses et dans la situation actuelle d'avoir un peu ces perspectives très claires et ces éléments. Ah ben ça, on en tient compte, mais il faut à minima que vous ayez une vision entreprise. Oui, bien sûr. Et donc, une vision entreprise, elle va quand même porter sur, même si la situation est difficile, elle va porter sur des hypothèses économiques. Et puis, et donc, il faut que vous les exprimiez, ces hypothèses économiques. D'accord. Et un autre point aussi, c'est qu'on est parfaitement habitué à avoir des startups en amorçage qui pivotent, donc il n'y a pas de souci avec ça. On ne vous demande pas de prédire l'avenir. On vous demande de faire l'exercice intellectuel qui consiste à essayer de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? La logique n'est pas la même. Et pour ceux d'entre vous qui sont déjà des PME installées, vous avez déjà quand même malgré tout une visibilité sur votre marché, une vision de ce que va devenir votre marché. Donc voilà. Mais on fait aussi un traitement différencié en fonction de l'ancienneté de l'entreprise. Alors, je vois une question sur le TRL. On peut descendre assez bas dans le TRL dès lors qu'on a une vraie preuve de concept. Après, je vois Alain qui dit non, pas tout à fait. On peut descendre assez bas dans le TRL. Si c'est très, très, très solide, on va dire. Il ne faut pas descendre en dessous de 5, quoi. Ouais, voilà. En fait, pour être très clair, on avait des projets. On sélectionne généralement les projets à partir du moment où ils ont une preuve de marché, une preuve de concept commercial. Et ça nous est arrivé exceptionnellement de sélectionner des projets avant lancement commercial s'ils avaient une preuve de concept technologique. Donc voilà, on a eu un peu les deux cas. Et donc on peut descendre un petit peu dans les TRL, mais effectivement, on est quand même plutôt sur des boîtes assez matures, au moins au stade de l'amorçage, du pré-amorçage.
J'ai vu d'autres questions qui étaient posées sur l'incubation. Quelqu'un qui est incubé à HEC et une autre personne qui est incubée à Actech Euratechnologie. Je vais essayer de répondre aux deux questions en même temps. Donc, on peut être tout à fait incubé ailleurs. Et nous, ce qu'on essaie de faire, vous l'avez compris, c'est de plus en plus un dispositif, comment appeler ça, d'e-incubation ou d'e-accompagnement, où on va essayer de vous proposer des services clés en main sur lesquels vous pouvez tabler et qui viennent compléter ce que vous allez trouver dans un incubateur traditionnel. Donc, il n'y a aucune incompatibilité. Au contraire, pour nous, c'est un gage de sérieux. Si vous avez été sélectionné par des projets, des incubateurs type HEC, c'est en général de très bonne facture. On avait également une question du coup sur Euratechnologie. À quel stade de projet pouvons-nous candidater? J'y ai un petit peu répondu en termes de TRL. Alors, je reprends sur. Alors, j'ai une question sur la forme qui me plaît beaucoup parce que quel impératif de quantité? L'échelle 2, 3, 5 pages est-elle très stricte? Alors, je rappelle simplement qu'on ne juge pas les projets au poids. On n'a pas une balance pour juger les projets. Donc, non, ce n'est pas strict, mais il ne faut pas non plus mettre 250 pages. Ce n'est pas au poids d'un projet qu'on va voir sa pertinence. Il faut aussi montrer quelque part une capacité à exprimer son projet de façon assez synthétique, parce que quelque part, c'est pour les startups ce que vous aurez à faire ultérieurement dans votre carrière, entre guillemets. Donc, si vous commencez par penser qu'il vous faut 250 pages pour exprimer votre pensée, voilà. Mais non, c'est pas strict. Si vous voulez faire 7 pages au lieu de 5, voilà. Combien de structures sont sélectionnées par an? Ça dépend du nombre de candidats. On en sélectionne à peu près une par an, donc on a 2 appels à projets, une soixantaine à peu près, ce qui correspond entre 30 et 35% des candidatures qu'on reçoit. On peut candidater si on est soutenu par le plan de recherche. Benoît en parlait. Comment répondre à cette candidature lorsque le procédé concerne l'amélioration énergétique d'un bâtiment et la protection environnement santé? Ça pose la question, me semble-t-il, mais je peux me tromper, dans quelle catégorie est-ce que je mets mon projet? Vous mettez votre projet dans la catégorie qui est la plus pertinente, mais il nous arrive de faire des réaffectations de projets entre catégories quand on considère qu'il serait plus pertinent à être auditionné par un jury d'une autre catégorie. C'est tout à fait le cas, puisque le bâtiment et protection environnement santé, ça c'est vraiment des sujets qui peuvent… Mais vous choisissez la catégorie qui vous semble la plus pertinente, et puis si on fait une réaffectation, on vous en prévient. Voilà. Samy, je peux dire un petit mot. Samy Louati est en charge aussi des sujets, dirige notamment les jurys liés à l'énergie. Tu veux dire un petit mot, Samy, sur ces sujets-là aussi? Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Juste peut-être dire que, en ce qui concerne effectivement les thématiques, effectivement, le cas de figure où on a des projets qui vont être à cheval entre 2 thématiques, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Donc effectivement, c'est au jury, en tout cas, c'est au moment de la présélection que l'affectation à la thématique qu'on considère la plus appropriée, c'est en ce moment-là que cela est fait. Donc, ce n'est pas du tout un souci entre guillemets, de se tromper du bon guichet ou d'indiquer une thématique qui finalement sera réorientée. Alors, on a une autre question ensuite sur la certification. Est-ce qu'elle a une portée européenne? Alors, pas de réponse très directe, mais aujourd'hui, non, pour être plutôt clair. Maintenant, ce qui nous arrive de faire régulièrement, et ça, c'est plutôt Benoît qui s'en occupe habituellement, on fait régulièrement des lettres de recommandation pour vos dossiers de candidature au niveau européen, ce qui est toujours une petite marque. On a des liens avec des acteurs type Solar Impulse Foundation qui est connecté à la Commission européenne.
Alors, je ne sais pas si Alain ou Samy ont des éléments pour le chiffrer. Globalement, je crois savoir qu'on a, pour ce qui est des startups labellisées Green Tech, en général, un meilleur taux de succès pour des appels à projets français type concours d'innovation, mais peut-être également au niveau européen. Donc là, je parle sous leur... Enfin, je les laisse confirmer ou infirmer. Voilà, donc on peut avoir quelques contacts, on peut donner quelques formations, mais pour l'instant, il n'y a pas de lien vraiment direct. Après, encore une fois, on a aussi des contacts qui sont des gens qui sont passés par nos administrations, type une des responsables en charge des achats au niveau de la Commission européenne, achats publics, qui anime un réseau d'acheteurs au niveau européen. C'est une personne qu'on faisait intervenir dans nos incubateurs précédemment. Donc pareil, ça c'est des connexions un peu ad hoc qu'on peut effectuer, et on est en lien aussi avec Business France. Donc le jour où vous souhaitez vous implanter dans un autre pays, on peut facilement faire la connexion. Et pour le taux de succès, parce que j'imagine que c'est un peu ça le fond de la question, je vais peut-être laisser Samy et Alain en parler et apporter des éléments s'ils en ont. Par rapport aux appels à projets, style concours d'innovation, des choses comme ça. Oui. Alors, je ne vais pas répondre au taux de succès parce que on est quand même sur des chiffres relativement faibles, hein, compte tenu des montants d'assiette des projets. Ce n'est pas toutes les startups qui ont été labellisées qui peuvent répondre à un concours d'innovation. Par contre, ce qu'on voit, c'est que comme on a BPI, qu'on a l'ADEME, qu'on a les autres ministères dans les jurys, les startups labellisées sont connues des opérateurs, des gens qui travaillent dans l'écosystème de l'innovation. C'est un moyen de mettre le pied à l'étrier, en fin de compte, quelque part, d'avoir dans les jurys cette diversité de monde. Après, effectivement, il y a un taux de succès qui est un peu plus élevé que le taux de succès de l'entreprise lambda au concours d'innovation, notamment. Samy pourra peut-être dire quelques mots sur le PSPC Région, le FUI, mais voilà, je ne vais pas me risquer à le quantifier. Oui, alors je n'ai pas une connexion Internet qui est extra, donc j'espère avoir bien compris la question par rapport au taux de succès des projets, puisqu'on a tout à l'heure évoqué, voilà, évoque le concours d'innovation, donc qui est effectivement un appel à projet pour les startups PME également. Ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, s'agissant du taux de succès, il est clairement établi que des porteurs de projets qui ont labellisé leurs projets par des pôles de compétitivité, par exemple, ont beaucoup plus de succès, donc réussissent mieux à avoir effectivement à être lauréats que des projets non labellisés. Bon, derrière, effectivement, on voit très bien l'intérêt d'être au contact d'un écosystème qu'offre un pôle de compétitivité, par exemple, puisqu'il y a tout un travail en amont de préparation, de passage devant un comité de label, un comité donc, qui est souvent collégial. Et effectivement, ça permet de booster les dossiers et de leur donner beaucoup plus de chances. Sur un autre point, par rapport effectivement aux mises en relation qui sont possibles, je voudrais simplement dire qu'il est aussi possible, je pense, pour des lauréats Green Tech Innovation, dès lors qu'ils sont effectivement, qu'ils ont été labellisés, de pouvoir, on peut les mettre en contact aussi avec des réseaux nationaux qui leur permettront, pourquoi pas, de candidater dans le cadre de projets européens. Ça aussi, c'est important. Voilà, je ne sais pas si j'ai apporté suffisamment d'éléments. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais ça peut être un point que vous pouvez soulever si par exemple vous vous installez à Saint-Mandé. On a des startups qui se sont mis dans la roue de l'IGN, par exemple, pour présenter des appels à projets au niveau européen. Donc c'est des choses qui sont aussi possibles avec le RST. Typiquement, vous pouvez vous mettre dans la roue d'un grand acteur corporate, mais également d'acteurs scientifiques. Alors on avait fait
Enfin, je vais donner la parole aussi à Audrey, qui organise avec différentes personnes du ministère, du MESRI, avec la French Tech, avec différents organismes. On organise le 24 une réunion de formation justement sur l'accès au financement européen. Audrey, tu veux dire un petit mot? Oui, alors ce ne sera pas exactement avec le MESRI, puisque justement, ils ne sont plus sur ces sujets-là. Mais oui, on organise un webinaire qui s'adresse justement aux entreprises qui sont labellisées sur comment en fait accéder à un financement quand on est une entreprise qui innove dans l'environnement. Et donc, on fait intervenir la BPI, puisqu'ils sont points contact nationaux donc en France, logiquement. Et donc, en fait, ces points de contact nationaux, c'est ceux qui accompagnent justement à la formation d'un dossier européen. Et donc, nous, en fait, quand on organise ce genre de formation, on essaie de faire en sorte que les entreprises qui soient labellisées puissent avoir les bons points de contact et puissent être aidées le plus possible pour leur démarche. Alors, je vais répondre aussi à quelques questions que j'ai vues dans le fil qui n'ont pas eu de réponse. Pêle-mêle, donc la durée de labellisation, aujourd'hui, on n'en a pas fixé. Simplement, la durée d'accompagnement qui est offerte derrière est limitée à 1 an. Après, ça, c'est la théorie. En pratique, on continue de suivre un peu des porteurs de projets qui ont été labellisés en 2016. Voilà, donc on est plus dans la logique de construire une communauté que de réellement avoir quelque chose de millésimé, en tout cas aujourd'hui. Ça peut évoluer, mais pour l'instant, le label est attribué sans date de fin. L'accompagnement, par contre, qui va derrière, lui, a été contraint dans le temps, restreint dans le temps. Il y a une personne qui demandait si on pouvait candidater si on était lauréat du plan de recherche développement amiante. Il n'y a pas de contre-indication, c'est plutôt un élément à mettre à votre crédit, donc bien sûr. Et une autre question qui disait notre startup est déjà bien établie, notre activité répond à une problématique environnementale mais ne possède pas de caractère innovant. Par contre, on veut lancer une activité innovante à côté. Est-ce qu'on peut candidater? Oui, en fait, vous pouvez candidater sur votre activité innovante que vous êtes en train de construire. Tout dépend de l'avancement de celle-ci. Et après, le fait d'être adossé à une structure qui tourne déjà, de montrer que vous avez déjà une expérience entrepreneuriale, ce sera forcément un point positif. Voilà, en tout cas, on regardera votre dossier sur la base du projet que vous allez nous présenter. Le projet lui-même sera le projet innovant. Si c'est pas, voilà, et n'hésitez pas à mentionner bien sûr qu'il y a une entreprise qui tourne déjà derrière. Par rapport à une autre question qui a été posée, je vais juste demander à Antoine de préciser sa question, puisque la question n'est pas très très claire. Sur la plateforme de réception des dossiers, pas de France Connect à Heure, peut-on télécharger plusieurs dossiers? J'aimerais bien que cette question soit précisée, puisque mis à Oui. part si vous la comprenez. Excusez-moi si j'ai pas été assez clair. Le truc, c'est, je veux simplement savoir si on peut télécharger et mettre sur la plateforme un seul dossier, donc on doit tout contracter en un, et ou alors s'il y a plusieurs fichiers qui peuvent être envoyés. Et pour prolonger ma question, est-ce qu'il y a des limites de taille document? Alors, sur la deuxième question, il n'y a pas de limite de taille, mais je pense que j'y ai répondu tout à l'heure. Sur la première question, je ne comprends pas très bien pourquoi vous voulez déposer plusieurs dossiers. Est-ce qu'il y a un seul dossier PDF avec des annexes ou est-ce qu'on met tout dans un même dossier? Je pense que c'est la question. C'est exactement ça, merci. Ah oui, non, vous pouvez mettre des annexes. Entendu, merci. Après, encore une fois, on regarde à ce que la forme soit respectée, mais vous ne vous sentez pas extrêmement contraint non plus. Enfin, voilà, si vous avez des modifications par rapport au cadre initial qu'on propose, bien sûr, vous ne faites pas l'impasse sur les questions, mais si pour une question de forme, vous devez envoyer 2 fichiers plutôt qu'un, enfin, encore une fois, nous, on est… Non, ouais, si je peux juste… je pense qu'on se focalise beaucoup sur la forme. Je crois que ce qu'il faut avoir en tête, c'est votre dossier doit être clair et compréhensible et montrer un certain nombre de choses. Alors, montrer que vous êtes innovant, que votre projet ou votre société est innovant, montrer que vous avez une vision industrielle au sens large, économique, montrer que vous avez une réelle volonté de croissance et quantifier quels sont, selon vous, les impacts environnementaux de votre projet.
Alors, on ne va pas vous demander une CV, mais il faut au minimum que vous soyez capable d'expliquer quels sont les 2 ou 3 critères qui permettent d'objectiver l'impact environnemental de votre projet. Voilà. Essayez de ne pas avoir un dossier qui soit un dossier marketing dans lequel vous allez expliquer en 10 pages en quoi vous allez sauver le monde et que vous êtes le plus beau. Si vous candidatez, c'est que vous êtes le plus beau et que vous allez sauver le monde. Donc, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le fond et le contenu de votre projet. Et encore une fois, essayez d'être synthétique parce que quand on reçoit 100 ou 120 dossiers sur un appel à manifestation d'intérêt, la synthèse est quelque chose de forcément apprécié. Je vois une question d'Aurélie Ngo sur le processus de candidature et des exemples de projets qui correspondraient à l'appel à projet. Aurélie, tu veux préciser ta question? Et Alain ou Samy, souhaitez-vous répondre? Oui, non, désolé, du coup, j'ai eu quelques éléments de réponse avec toutes les réponses précédentes, donc c'est bon, merci. On peut pas vous donner des… Parce que les projets Green Tech sont quand même de nature tout à fait différente. Hein. Enfin, on peut vous citer, mais vous l'avez vu dans des gens qui sont passés par Green Tech et qui ont aujourd'hui plutôt bien réussi. Je pense à Intech, je pense à Innovative, je pense à Kista, je pense à des gens comme ça. Donc, c'est des projets qui sont fondamentalement et foncièrement différents les uns des autres. Et encore une fois, ce qui me paraît important, c'est vraiment le fond. Voilà, ne vous sentez pas exclu, ne vous excluez pas vous-même parce que votre projet n'est pas dans, entre guillemets, l'air du temps. Il y a des projets qui sont décalés. Je pense à une boîte qui s'appelle Toupie Organics qui, par rapport au numérique, est tout à fait… mais qui a été lauréat. Donc, voilà, n'hésitez pas à déposer votre projet, même si ce n'est pas que du numérique, ce n'est pas que de la deep tech. Et, voilà. J'ai vu Alexandra qui posait une question sur les documents de la candidature à joindre, les trames, un dossier type, mais tu veux peut-être préciser ta question, Alexandra? Oui, merci. Bon, il y a eu déjà pas mal de réponses sur la forme, mais c'était simplement, non, c'était vérifier qu'il n'y a pas de trame, notamment pour le business plan ou autre, il n'y a pas de cadre, tableau Excel à remplir. En général, si vous avez créé une société, une start-up, sauf si vous êtes vraiment dans la phase très amont, vous êtes déjà frotté à des levées de fonds, voilà, c'est ce genre de document qui est comment est-ce que je vais me capitaliser, comment est-ce que je vais utiliser l'argent et à quelle échéance j'envisage de faire du chiffre d'affaires. Après, des tableaux de business plan, vous en trouvez dans tous les… Vous pouvez utiliser des logiciels type Fizi ou autres pour le faire. Hein. Voilà. Ou Montpellier Business Plan, ça marche très bien. Vous faites ensuite un extract et vous copiez-coller, ça marche très très bien. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions. Si on a d'autres qui n'ont pas été… Hervé posait une question sur le fait qu'il était lauréat d'un plan recherche-développement amiante. Ça a été répondu? Ça a été répondu, Benoît. Est-ce que vous souhaitez que je fasse la petite visite du coup maintenant que j'ai pu passer Allez, je vous fais visiter un petit peu les locaux pour ceux que ça intéresse et puis après je laisserai Audrey conclure. Hop. Est-ce que vous voyez bien cette fois-ci? Oui.
Très bien. Alors du coup, ici, vous êtes dans le petit bureau privatisable auquel vous pourrez accéder si vous rejoignez l'espace Green Tech, le Living Lab Green Tech. Et je vais vous montrer l'espace de travail qui correspond aux locaux de la Green Tech qui sont aujourd'hui un peu vides avec la crise sanitaire. Et puis pour l'instant, on n'a que 3 startups qui ont élu présidence. Alors ici, vous avez le coin cuisine. Cuisine équipée avec une très grande terrasse. Cadre de vie plutôt sympa. Alors, et puis les 18 postes de travail qui, comme je vous le disais aujourd'hui, sont un petit peu vides, alors complètement vides, et dans lesquels on espère vous voir prochainement. Vous avez un accès raisonnable au copieur, vous avez toutes les facilités que vous allez trouver habituellement dans un coworking ou dans un incubateur, et là vous pourrez en profiter de manière illimitée, gratuite, pendant 6 à 12 mois pour ceux que ça intéresse et qui sont à proximité. Voilà, en espérant vous voir très bientôt dans ces locaux. Nous aussi, nous sommes intégrés au sein d'un Living Lab et c'est là. Merci beaucoup à tous pour avoir participé à cette réunion. J'espère que ça vous a donné envie de postuler. Le label Green Tech Innovation, c'est un label qui est décerné par l'État avec tout le poids que ça peut conférer. En termes de visibilité, en termes de crédibilité de votre démarche et de solidité de l'innovation que vous avez pu développer. Donc, c'est vraiment une opportunité à ne pas manquer, qui vous permettra d'avoir des arguments complémentaires quand vous pouvez rencontrer vos investisseurs ou les acheteurs. C'est aussi également, comme on l'a dit, la possibilité d'être en contact avec des acheteurs publics, que ce soit au niveau local avec les expérimentations qui vont être mises en place en 2021 dans le cadre du Living Lab, mais également au niveau de l'État. Je tiens à préciser, et vous le savez sûrement, que dans le cadre de la loi AGEC, l'article 58 demande à l'État d'intégrer davantage de matières recyclées et de reconditionnement, par exemple, dans les matériels et dans ses achats publics. La direction des achats de l'État de cet article, donc en participant, en étant labellisé Green Tech Innovation, ça vous donne aussi la possibilité d'être plus facilement en contact avec ce type d'acteurs. Donc véritablement, voilà, n'hésitez pas à déposer votre dossier. Et nous serons ravis de pouvoir les regarder et vous décerner à ceux qui participent à la déclaration de nos politiques publiques sur la transition écologique. Si vous avez la moindre question complémentaire, nous sommes à votre disposition. Et je voulais vous remercier pour votre participation et un grand merci à Audrey pour l'organisation du séminaire, Benoît, Mathieu, Alain et Samy. Merci à vous tous. Merci beaucoup. J'ai une dernière petite question. Vous avez précisé qui était le jury au moment des auditions, mais pas qui était le jury au moment de la sélection des candidats. Alors c'est la même chose, c'est BPI, ADEME et la direction métier du ministère, plus l'équipe Green Tech, pour faire simple. Très bien, c'était très clair. Merci pour toutes vos réponses et toutes ces précisions. Et maintenant aussi la French Tech, bien sûr. La French Tech aussi maintenant également, donc puisque nous nous rapprochons de plus en plus avec la French Tech qui participe de plus en plus à nos travaux. Merci à tous. Merci à tous, au revoir. Donc vous avez jusqu'au 30 novembre pour candidater. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Très bonne journée.